bienvenue et on poursuivra. Et je compléterai brièvement. J'y vais alors? Vas-y Fabrice. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci d'être présent. Merci à Laurent d'être là. Merci Osda d'avoir organisé cette réunion. Avec toutes ses limites, on en a bien conscience. À la fois la période est d'une gravité extrême, c'est bien. On en parlait, il y a l'actualité malheureusement qui l'a encore prouvé, des centaines de personnes, et pas simplement, je dirais, la population catho-intégriste de Bretagne venue pour se faire dédicacer le livre de Bardella dimanche dernier à Saint-Malo. Et en face, pratiquement 10 fois moins de personnes pour dénoncer cette marée brune venue souiller à la fois la ville et notre département avec les idées racistes, xénophobes, discriminatoires, antisémites, pétainistes, relookées peut-être, bon chic, bon genre peut-être, propre sur lui, le Bardella, mais c'est bien ces idées-là. Donc, c'est extrêmement important d'expliquer, et d'expliquer aussi, alors là Laurent est là, il va donner toute une série d'éléments pour à la fois donner justement tous ces réseaux entre patrons et Rassemblement national, ou plutôt extrême droite dans son ensemble, comment ça devient de plus en plus prégnant, et forcément, et d'ailleurs le livre de Bardella était là, entre les éditions, ceux qui ont soutenu, ceux qui ont fait un large écho médiatique, bien évidemment, mais c'est aussi ce dont le système a besoin, c'est-à-dire à la fois de faire peur avec la marche à la guerre, on a vu les propos du général, du chef d'état-major, hein, avec les enfants sacrifiés pour la France. Et puis il a aussi besoin de cette extrême droite qui va être là pour diviser les travailleurs français immigrés et les autres aussi, pour mieux justement empêcher toute réaction sociale. Donc en tant que syndicalistes, nous devons de les affronter. Alors je le disais aussi, on en est bien d'accord, hein, c'est pas simplement dans des conférences. Là c'est extrêmement important que Laurent soit là pour apporter des éléments d'argumentation, de compréhension des choses. Et ça, je crois que c'est extrêmement utile qu'il y ait ce genre de conférence. Et après, il faut se le dire aussi, il faut aller au contact, hein. Il faut aller discuter. Je sais qu'il y a de nombre de syndicalistes autour de la table, on entend, je ne crois pas qu'on soit les seuls. Un camarade qui travaille dans l'agroalimentaire à la chaîne, il dit, mais ouais, je ne peux pas venir ce soir-là, mais putain, venez dans mon entreprise. Vous allez voir ce qu'on entend. Et il va falloir aller au contact. Aller au contact. Parce que, effectivement, le budget d'austérité, les coûts portés aux travailleurs, c'est bien ce qu'il en est sur la réforme des retraites, mais sur l'ensemble des droits des travailleurs, et le vivier, le fumier, je dirais, tout à fait propice à ce que les idées réactionnaires d'extrême droite prospèrent. Donc, il faut aller aussi au contact, et il faudra y aller. Je sais que Visa est là aussi pour ça, pour tout ça, mais vraiment, aller au contact le plus possible, discuter. Nous, on a eu, et c'est logique, hein, je me souviens qu'on avait été sur la plateforme Gaël, à Gaël, des petites communes à l'ouest du département, là où ils allaient fermer cette plateforme qui dépendait du groupe Casino, avec 3 autres. Et je vois encore la réaction, on a été pratiquement nuit et jour avec les salariés. Les 182 ont été licenciés au bout du bout, hein, comme partout en France, malheureusement, avec milliardaire qui expliquait qu'on balaye les salariés. Et on a bien mesuré aussi cette amertume, cette colère qui fait que l'ouvrier dit bah, si c'est ça, moi j'ai voté Mélenchon, personnellement je m'en fous, et c'est pas ça mon axe, entre guillemets, je m'en fiche complètement de savoir qui a voté, mais cette fois-ci je voterai Bardella. Il y a 2 façons de voir les choses. Soit on tombe dessus, on dit espèce de t'as rien compris, ainsi de suite, soit on discute avec le camarade. Parce qu'effectivement, il y a cette colère-là. Il faut être vraiment sur le terrain. Et en même temps, avoir tous ces arguments, comprendre bien les réseaux qui sont en train de se faire, tout ce qui se joue dans les coulisses, parfois, mais avec des milliards et des milliards, hein, au service de ces idées réactionnaires. Donc, une fois de plus, je le redis, ces réunions sont utiles, pas seulement pour se convaincre entre convaincus. Bien sûr que d'entre nous, on est convaincus, donc on ne va pas essayer de dire on est syndicaliste, donc antifasciste parce que syndicaliste, tout ça, voilà. Ok. Mais avoir des arguments, les développer, ça je crois que c'est extrêmement important. Et puis on sait qu'il y a de l'actualité, hein, c'est pas Pierre qui va nous dire le contraire. Lui-même est attaqué aux prises avec une association de cette mouvance de la fachosphère. Il va passer en procès, c'est le 11, hein, c'est ça, voilà. On sera avec lui, on a bien évidemment, et les copains seront là aussi présents, on a signé la pétition, on a
l'organisation Lutte des forces ouvrières a soutenu, bien sûr, et soutiendra Pierre. Il faudra soutenir, mes camarades. Il faudra aussi se soutenir. Au-delà des questions, je connais bien aussi les risques, on est entre nous, on peut se le dire, hein, qui peuvent exister dans les syndicats, parce qu'il peut y avoir des enjeux électoraux, ainsi de suite. Mais à mon avis, mes camarades, il va falloir se le dire, hein, tous les coups portés aux uns sont les coups portés aux autres. Hein. S'il se passe quoi que ce soit contre des syndicalistes, et pas que contre des syndicalistes, il faut être tous avec. Sans autre idée que ça. Vraiment. Vraiment faire bloc. Faire bloc. Parce que ça va être de plus en plus. Ils sont de plus en plus décomplexés, de plus en plus violents, de plus en plus agressifs, avec des moyens considérables, bien supérieurs aux nôtres, hein, médiatiquement, au niveau pognon, tout ça. Nous, on a la force de la conviction. Je le redis. Merci encore, Laurent, d'être là ce soir pour expliquer un peu tout ça. Je ne pourrai pas vous suivre toute la conférence, mais je sais que je vais la re-regarder après. Je vais vous quitter tout à l'heure. Mais, je le redis, grand merci à toi, Laurent, d'être présent ce soir, de nous expliquer un peu tout ça. Et puis, il va y avoir certainement une discussion intéressante entre les camarades. Une fois de plus, pas pour se convaincre, on est tous convaincus, de voir les éléments essentiels de ce qu'on peut faire ensemble et de ce qui est déterminant. Une fois de plus. Moi, ça ne me choquerait pas, je vais terminer vraiment, je vais être trop long sinon, qu'il y ait, c'est un peu ce que fait Visa, hein, mais des équipes intersyndicales qui puissent aller au contact dans les boîtes, là où on nous appelle, parce qu'il se passe parfois des choses, on me disait, y compris dans des milieux qui étaient très peu poreux. Tu m'expliquais que dans le milieu de l'action sociale, médico-sociale, franchement, les éduques et les fachos, hein, bon, c'est plus tout à fait pareil. Tu as un nombre d'éléments. Dans le milieu enseignant, on va très très peu poreux. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, d'un prof qui disait voter Front National, il était pestiféré, enfin, je veux dire complètement. C'est plus tout à fait la même chose. Plus tout à fait la même chose. Donc il faut bien voir que partout, il y a un énorme boulot à faire, par rapport à tout ce qui peut se dire, y compris les conneries qui peuvent se dire, bon, on n'a pas essayé, comme disait un camarade, on n'a pas essayé de se jeter du 32e étage non plus pour voir si ça fait du bien ou pas du bien. Et historiquement, en plus, on les a essayés, ces gens-là. On sait très bien ce qu'ils font, ce qu'ils feront, et c'est d'ailleurs mis dans le programme. Je le dis à certains syndicalistes qui ont la mémoire courte, je le dis aussi, parce que ça s'imprègne dans le milieu syndical, et je balaye devant ma porte comme partout, hein, et qui ont la mémoire courte sur le programme du Rassemblement national, sur la limitation du droit de grève, et on doit avoir vu Pénel il y a bien longtemps, qui nous avait dit droit dans les yeux à l'époque, en 2015, hein, il était député Front National à l'époque, et député européen. Il faut bien le comprendre, monsieur. Notre premier boulot, si on arrive au pouvoir, ça sera d'interdire certains syndicats. D'ailleurs, il avait déjà la liste de ceux qui voulaient interdire. Bon, on a bien compris qu'ils étaient là pour le capital, qu'ils étaient au service. C'était finalement le bras armé du capital, comme ça a déjà existé dans notre histoire, au plan de notre pays, mais aussi bien au-delà. Voilà, mes camarades, ce que je voulais dire en introduction. Je vais compléter brièvement. Dans la situation, je pense qu'il faut remettre la chambre syndicale au milieu du mouvement ouvrier et convoquer le rédacteur de la charte d'Amiens, Émile Pouget. Émile Pouget, dans la charte d'Amiens, elle précise que le mouvement ouvrier a deux tâches, une double besogne, l'amélioration immédiate des conditions de travail et des conditions salariales, et une besogne d'avenir qui est l'expropriation capitaliste. Et il faut qu'on puisse, nous, utiliser la double besogne pour l'opposer à la double peine. C'est-à-dire que nous, on le dit très clairement, c'est ni à des blanches de Macron, ni à des brunes de Bardella. Émile Pouget avait une formule que nous faisons nôtre, à savoir que le groupement politique est un groupement d'opinion, le syndicat est un groupement d'intérêts matériels et moraux. Et nous, notre ambition, c'est effectivement d'affaiblir le FNRN, l'extrême droite, dans notre classe, dans la classe ouvrière et paysanne, pour affirmer que partout dans le monde, une seule classe ouvrière et paysanne qui lutte contre le racisme, l'antisémitisme et le fascisme. Dans la situation, je crois que on avait un camarade à la CGT Force ouvrière qui était un compagnon de doute de Force ouvrière. Il a écrit des éditos au même titre que Jean Guéhenno, c'était Albert Camus. Albert Camus disait une chose absolument essentielle: tout ce qui humilie le travail humilie l'intelligence.
Aujourd'hui, c'est sur l'humiliation du travail que prospèrent les idéologies du rejet de l'autre. Et nous, si on postule le respect de nos droits et le droit au respect, on affaiblira l'extrême droite dans ce qui nous incombe, c'est-à-dire sur le terrain social et économique. On affaiblira la fachosphère si on discutera comment nous incarnons, nous les syndicalistes, la sécurité sociale et syndicale. Eux, ils représentent les nationaux libéraux, ils représentent l'insécurité de tous les instants. L'extrême droite partout dans le monde fait plus de morts, que le tabac. Le mois de novembre était un mois sans tabac et c'est un mois sans extrême droite. L'extrême droite, c'est comme le temps de travail, ça peut se réduire. C'est tout à fait possible. Il suffit d'avoir une ambition et peut-être une ambition intersyndicale sur ces sujets-là. Effectivement, c'est aux ouvriers eux-mêmes, pour et par nous-mêmes, qu'on doit effectivement s'atteler à cette tâche. Camus disait une chose extrêmement importante. Faites attention, quand la démocratie est malade, le fascisme vient prendre de ses nouvelles, mais vient à son chevet, mais certainement pas pour prendre de ses nouvelles. On ne court aucun risque. On les a déjà essayés, comme l'a dit Fabrice, en 40 avec Pétain. Effectivement, quand ils sont au pouvoir, ils le confisquent. Dans la situation, on ne prend aucun risque, on n'a pas besoin d'avoir une double peine. Les libéraux, l'extrême centre est en train d'installer l'extrême droite au pouvoir. Il faut nous empêcher la classe ouvrière d'être abusée. L'imposture sociale du FNRN, nous sommes là pour la déconstruire. On était présent à Saint-Malo ce dimanche contre Bardella. On sera présent à Saint-Malo contre la venue de Zemmour. Et partout où ils seront, on s'y opposera. Mais il faut déjà qu'on regagne le terrain perdu sur le terrain des lieux de travail. Ça, c'est extrêmement important de refuser tout défaitisme et toute résignation. Et sans tarder, on passe la parole à Laurent, parce que Laurent a fait le déplacement de très loin. Et Laurent, expose-nous ces étroites collaborations anciennes entre l'extrême droite et les milieux d'affaires, si tu veux bien. Merci de votre accueil. Je propose de parler une demi-heure pour laisser du temps à l'échange, hein, c'est préférable. Dans ma conception de mon métier, journaliste, j'ai vraiment la conviction que ce métier n'a de sens que si le journalisme est au service des citoyens. Et je vis avec ce livre que j'ai fait. Ce qui pour moi la plus belle des récompenses, c'est que je n'ai jamais été autant inondé de demandes d'associations démocratiques, Ligue des droits de l'homme, etc., syndicats, forces ouvrières, CGT. Voilà, donc je trouve normal et c'est pour moi très gratifiant de venir au contact de tous ceux qui me demandent de venir pour débattre. Donc pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Je vais essayer de le documenter rapidement. J'avais évidemment toujours à l'esprit que l'extrême droite n'est jamais arrivée au pouvoir dans le monde sans l'aide, l'assentiment, le financement, l'appui des milieux financiers. Hein. C'est une constante historique que l'on retrouve tout le temps. 1922, Mussolini, les puissances financières sont passées du côté de Mussolini dès 1915, bien avant. L'Allemagne, vous le savez aussi bien que moi, pour les plus jeunes, je leur dis, lisez l'ordre du jour, le Goncourt d'Éric Vuillard en 2017, où la scène est magnifiquement décrite. Bon, voilà. Et puis plus récemment, il y a le Chili, évidemment, où les puissances financières sont du côté de Pinochet avant même son coup d'État et vont l'aider. Voilà. Donc j'avais ça à l'esprit, hein, avec cette formule formidable, derrière le fascisme se cache le capital. Toujours, c'est ça. Si on peut faire établir les responsabilités innombrables dans la montée de l'extrême droite, il y a beaucoup de responsabilités, mais la principale, ce qui fait la bascule, le risque de bascule historique, c'est évidemment l'appui des milieux financiers. Et donc, je me suis dit, pour moi, il y a eu deux alertes très importantes qui m'ont fait penser qu'on était sans doute dans ce mouvement de bascule historique où la connexion était en train de s'opérer entre l'extrême droite et les milieux d'affaires. La première alerte, c'est la position du patronat au moment des législatives de juillet 2024. Et la seconde alerte vient 6 mois après, 8 mois après, c'est l'élection de Trump,
et l'appui d'hommes d'affaires d'extrême droite aux États-Unis et la fascination que certains grands patrons français ont à l'égard de ces patrons américains. Donc, si vous voulez, je vais essayer devant vous de donner un peu, de tirer ces deux fils qui sont au cœur de mon enquête. Un, pourquoi est-ce que cette alerte d'abord française, pourquoi je suis arrivé à la conviction que la connexion était en train de se faire entre les milieux d'affaires et l'extrême droite française. Donc c'est d'abord alors le mieux peut-être c'est de faire une typologie des grands patrons français, parce que c'est pas une couche sociale homogène, il y a des tendances multiples. Il y a d'abord ce qui est le plus visible, c'est les grands patrons qui sont engagés à l'extrême droite, donc puissance colossale. Il y en a trois sur lesquels je peux dire un mot rapide. C'est évidemment le plus puissant d'entre eux, le plus malfaisant, c'est Vincent Bolloré. Il y a Pierre-Édouard Stérin, évidemment, et il y a un autre groupe sur lequel j'insiste, qui est le groupe Dassault, parce qu'il est moins visible, mais son rôle est aussi important. Bolloré, pourquoi est-ce que c'est une force absolument décisive? Alors, je pense qu'on a manqué de vigilance, beaucoup ont manqué de vigilance, parce qu'en fait, il est à l'œuvre depuis très très longtemps, hein, et donc il prend le contrôle de Vivendi en 2014, 2015, dès 2015, lui se proclame toujours démocrate chrétien, or en fait, dès 2015, on peut établir de manière précise que c'est une imposture, sa position démocrate chrétienne. Donc je rappelle dans le livre qu'il embauche comme directeur de la rédaction d'ITélé, qui va vite transformer en CNews, un dénommé Guillaume Zeller. Guillaume Zeller, qui est le petit-fils André Zeller, donc général putschiste de la guerre d'Algérie, l'un des 4 généraux félons. Et vous me direz, le petit-fils n'est pas forcément responsable de ce que le grand-père écrivait, sauf que le petit-fils lui-même écrit sur le blog de Robert Ménard, donc blog d'extrême droite, des billets de blog, dont un billet de blog en réhabilitation de Paul Ossarès, le général qui a promu la torture en Algérie. Donc d'entrée de jeu, on peut comprendre que Bolloré, qui a construit son empire d'abord en prenant d'assaut une banque, qui est la banque Rivaux, qui était la banque des coups tordus du RPR et de la France-Afrique, donc en fait sur les décombres du capitalisme colonial français, on peut comprendre dès cette époque que son groupe construit sur ces décombres du capitalisme colonial, le patron a lui-même une idéologie qui va avec le groupe qu'il a construit, qu'il commence à construire. Et ensuite, donc, je ne vais pas vous décrire... Moi, ce qui m'impressionne le plus dans le groupe Bolloré maintenant, c'est évidemment, ça fait penser aux années 30. Hein, c'est quand vous voyez la campagne, notamment organisée autour par CNews, hein, sur les thématiques racistes et xénophobes du grand remplacement, donc avec l'obsession islamophobe, voilà. On se dit, tiens, mais c'est exactement comme, même avant les années 30, 1922, le parfumeur fasciste François Coty, authentiquement fasciste puisqu'il est adorateur du Mussolini. L'Oréal. Non, c'est pas encore l'histoire de L'Oréal, ça va bientôt le devenir. Mais non, c'est un parfumeur indépendant, voilà, mais qui a une fortune colossale. Donc en 1922, il rachète Le Figaro. Et en même temps, quelques années plus tard, il crée une ligue, Solidarité Française, qui sera l'une des ligues qui manifeste le 6 février 1934 pour renverser la République. Et donc il a servi Le Figaro aux campagnes d'extrême droite qu'il mène. Donc il y a une similitude avec ce que fait Bolloré, puisque pendant 20 ans, on a vécu des opérations de prédation de milliardaires achetant des journaux pour les asservir à leurs intérêts. Mais on n'a jamais eu, avant Bolloré, l'asservissement d'un groupe de médias pour mener des campagnes en faveur de l'extrême droite. Donc c'est vraiment une transgression de caractère historique. Sauf que ce que fait Bolloré, me semble-t-il, est encore plus grave que ce qui se passe en 1922 avec François Coty et Le Figaro. Pour une raison assez simple, c'est que François Coty, c'est un journal. Alors certes, les autres journaux, beaucoup d'entre eux sont aussi, à l'époque, rachetés par des patrons qui sont liés à l'extrême droite. Sauf que Bolloré, c'est un mastodonte. C'est pas une addition de journaux, hein, le CNews,
Canal, le JDD, etc. C'est plus que ça, parce que le groupe Bolloré, c'est aussi donc Vivendi, la communication, c'est aussi Havas, la publicité, c'est aussi CSA, Institut de sondage, et c'est aussi Hachette. Hachette, donc le géant mondial de l'édition. Il faut bien avoir à l'esprit que Hachette aussi, c'est 50% de l'édition scolaire. Donc et là, on va apprendre dans quelques jours qu'ils rachètent aussi UGC, l'autre grand distributeur de cinéma qui est Pathé, va être racheté par Rodolphe Saadé. Bon, voilà. Donc c'est un mastodonte colossal, colossal. Donc la force de frappe en termes d'opinion est telle que ça imprime sur tout. Et donc les effets de porosité sont massifs, y compris si vous regardez maintenant l'audiovisuel public, il est totalement contaminé. Totalement contaminé. Observez France Info. France Info vient d'embaucher, enfin il y a 6 mois, une présentatrice de CNews, 2 chroniqueurs de CNews, et fait maintenant des débats sur le grand remplacement. C'est la contamination. Si vous observez ce qui se passe à France Culture, le service public était censé être un sanctuaire à l'abri de ces dangers-là. France Culture, c'est la même chose. Là, le présentateur du matin, Guillaume Erner, qui fait il y a un mois un éditorial « Je suis Charlie Kirk ». Charlie Kirk, donc le type qui a été assassiné, mais qui était un militant raciste, fasciste. Voilà. Bon, voilà. Donc, il y a un aspect le danger démocratique est là, devant nous. Pierre-Édouard Stérin, je l'évite, on pourra y revenir dans le débat. Je voudrais m'attarder un petit peu sur le groupe Dassault. L'importance du groupe Dassault et la vigilance qu'on doit avoir à l'égard de ce groupe, c'est que c'est aussi un conglomérat très important. Alors, les gens connaissent moins bien le groupe Dassault, comme la famille est maintenant divisée après la mort de Serge Dassault. Le patron de la holding de tête, c'est Éric Trappier. Éric Trappier est par ailleurs le président de la fédération de la métallurgie du MEDEF. Et il faut bien savoir, et je le documente de manière précise dans le livre, que si le MEDEF, pour la première fois depuis 2002, cesse de donner des consignes de barrage républicain lors des législatives de 2024, c'est sur la pression et l'insistance pendant près de 2 ans d'Éric Trappier. C'est Trappier au sein du MEDEF qui a mené la bataille pour que le MEDEF dise la position que vous savez en juillet 2024, le programme de la gauche est beaucoup plus inquiétant que celui du RN, ce qui sera ensuite le leitmotiv que le Patrick Martin, président du MEDEF, répétera sans cesse. Donc il y a d'un côté la Fédération de la métallurgie du MEDEF qui mène la bataille au sein du MEDEF et qui la gagne pour l'abandon du barrage républicain, et en même temps la principale filiale média du groupe Dassault, le Figaro, c'est là que se mène la bataille éditoriale pour ce qu'ils appellent l'union des droites. Et c'est le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézé, qui fait un éditorial sur Europe 1, puisqu'il est aussi salarié de Bolloré, pour dire il faut l'union des droites, à tout prix. Alexis Brézé, patron des rédactions du groupe Dassault, qui lui-même vient de l'extrême droite, il était à Valeurs Actuelles, et a écrit secrètement, il y a quelques années, le livre de Jean-Marie Le Chevalier, l'ex-maire Front National de Toulon. Donc les collections sont nombreuses. Alors, ça c'est le premier groupe, très identifiable, les patrons fachos. Il y a des patrons qui n'apparaissent pas comme fachos, mais qui sont en soutien derrière. Je dis juste un mot sur le principal d'entre eux, c'est Bernard Arnault. Bernard Arnault est proche, donc le milliardaire, selon les classements de fortune, il est la 2e ou la 5e fortune mondiale, ça varie selon la bourse. Il est proche de Vincent Bolloré. Il faut savoir que ces gens-là, beaucoup de ces patrons-là ont été dans un club de patrons qui s'appelait Entreprise et Cité, qui a été créé en d'autres temps par le patron d'AXA, Bébéard. Donc ils se connaissent très bien, et Bernard Arnault est un proche de Vincent Bolloré, et ils se rendent des services mutuels, notamment, vous avez vu que dans la bataille sur les décombres du groupe Lagardère, Vincent Bolloré est plus pugnace que Bernard Arnault et arrive à chipper le groupe Lagardère, à réussir son OPA et donc à avoir les médias dans le groupe Lagardère. Donc il met la main à l'époque sur Europe 1,
Paris Match et le journal du dimanche. Et Bernard Arnault voulait récupérer le Paris Match. Vincent Bolloré lui a fait le service de lui rendre Paris Match, qui lui a vendu 5 fois son prix, 130 millions d'euros. Ouais. Ils sont copains et les attaches de Bernard Arnault avec l'extrême droite, j'y reviendrai, sont visibles aussi au plan international. Et sinon, il y a le marais. Il y a l'immense masse des grands patrons qui ne prennent pas en apparence de position. Là, il y a une remarque, c'est qu'en fait, il y a un trait commun entre tous ces grands patrons, au moins une position commune minimale, c'est la peur de la gauche ou la détestation de la gauche, la haine de la gauche. Et de ce point de vue-là, c'est à nouveau la même... l'autre comparaison possible avec les années 30. Si vous regardez les années 30, 36, le patronat français vit comme un traumatisme majeur les grèves de mai-juin 36. Ces fameuses grèves, ce que Simone Veil, la philosophe, appelle les grèves de la joie, qui démarrent avant même l'accession du gouvernement, avant même la constitution du gouvernement Front populaire. Comme tout le mouvement ouvrier a été décimé au moment de la Commune de Paris, le patronat est vraiment un patronat de droit divin, il y a un fonctionnement monarchique dans les entreprises, et donc le patronat vit comme un traumatisme insupportable ces grèves, la contestation de leur autorité. Et donc du coup, il y a une division majeure qui se fait au sein du patronat, le grand patronat qui malgré tout veut signer les accords de Matignon, dedans les acquis sociaux que vous savez, et le petit patronat qui vit ça comme une trahison absolue, qui va... Et donc, progressivement, malgré ces divisions, le grand patronat comme le petit va être, à cause de la peur de la gauche, poussé de plus en plus vers la droite de la droite, et finalement vers l'extrême droite, et ça va les amener jusqu'à Vichy. Et je trouve que l'on vit avec, aujourd'hui, on entre dans une dynamique assez semblable, où Patrick Martin, président du MEDEF, le dit, et ensuite il va le répéter. Il y a un mois, il a donné, ou un mois et demi, il a donné une interview à Radio Classique dans laquelle il dit qu'il n'y a que trois personnalités politiques qui ont compris la gravité, dit-il, citation, des périls économiques, et il cite Attal, bon, pas très important, et il cite Retailleau et Bardella. Donc il cite deux fachos sur les trois qui ont compris. Il cite même pas un socialiste modéré qui... aurait le sens des équilibres néolibéraux. Enfin bon, bref. Voilà, il y a ce trait commun, et si vous regardez bien, y compris la position de Bernard Arnault dans le débat public, montre bien cette détestation de la gauche, cette peur. Vous avez vu comment, dans le débat sur la taxe Zuckman, il faut relativiser ce qu'est cette taxe Zuckman. C'est une petite taxe de 2% frappant une toute petite couche d'ultra riches. Moi, j'aime bien rappeler dans ce débat-là qu'il ne faut quand même pas perdre de vue qu'aux États-Unis, des années 30 jusqu'au début des années 80, le taux marginal de l'impôt sur le revenu atteignait 90% aux États-Unis. Donc, quand on voit la morgue, la violence des propos de Bernard Arnault dans le débat public, traitant Zuckman de pseudo-universitaire, lequel est professeur d'économie à Berkeley et à l'École normale supérieure, donc dans les deux pôles d'excellence d'économie aux États-Unis et en France. Il y a un aspect très trumpiste dans le propos de Bernard Arnault. Bon. Donc il y a ce trait commun, ce point d'accord commun entre tous les patrons. Pas à la gauche, pas à la gauche. Et encore une fois, posons-nous la question, est-ce que le programme du nouveau Front populaire était plus radical que le programme des 110 propositions en 81? À l'évidence, non. Il était moins radical. Il y avait des mesures de redistribution grâce à l'impôt, mais il n'y avait pas les nationalisations, par exemple. Voilà. Mais au-delà de ce trait commun, il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé dans l'enquête que j'ai menée, donc je vais vite, c'est en fait, c'est pas seulement des connexions entre l'extrême droite et les patrons, c'est en fait un système de porosité qui s'est installé. Les patrons d'extrême droite ont des liens avec l'extrême droite, mais les dirigeants du RN sont dans la vie des affaires normalement. Il y a encore 5 ans ou 10 ans, il y a tout le grand patronat
individuellement, il y avait beaucoup d'ultra-réac, mais ils ne se manifestaient pas et ils ne montraient pas les connexions qu'ils avaient avec l'extrême droite. C'était d'abord pour eux, il y a une sorte de racisme social. Les gens du RN, c'était des ploucs, donc ça ne les intéressait pas. C'est pas le même milieu social qu'eux. Là, maintenant, ils vivent ensemble, ils font du business ensemble. J'évoquais tout à l'heure Pierre-Édouard Stérin. Donc Stérin, vous connaissez ce qu'il fait, vous connaissez le plan Périclès révélé par l'Humanité, donc 150 millions d'euros pour aider l'extrême droite à accéder au pouvoir en alliance avec les éléments les plus droitiers du RN. Donc il est connu, ses attaches à l'extrême droite sont publiques. Ça n'empêche pas maintenant que s'il fait un investissement, s'il a besoin de financement pour l'accompagner dans une opération financière, il peut par exemple s'appuyer sur Euraseo, qui est le plus grand fonds d'investissement français, 50 milliards d'euros d'actifs, qui a été à l'origine créé par la Banque Lazare, donc la banque la plus chic, la banque d'affaires la plus chic du capitalisme parisien. Soit dit en passant, dans cette consanguinité maintenant entre les dirigeants du RN et les milieux d'affaires, on découvre des connexions ou des amitiés stupéfiantes. Quand Stérin va devant la rédaction de Marianne pour la convaincre d'accepter qu'il rachète le magazine, il se doute bien que la réunion risque d'être un petit peu houleuse. Avec qui va-t-il devant la rédaction pour la convaincre? Avec Arnaud Montebourg. Et d'ailleurs, il est en affaire avec Arnaud Montebourg. Ils ont créé une société commune, Alphéor, qui travaille dans la sous-traitance du nucléaire. Je prends un autre exemple de cette porosité généralisée. Également, quand Stérin fait des opérations financières, souvent à côté de lui, ce sont des opérations groupées avec d'autres investisseurs. Parmi les autres investisseurs, il y a la Banque publique d'investissement, qui est également dans le projet Banque publique d'investissement, dont vous connaissez l'actionnariat, puisque c'est 50% l'État, 50% la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est de l'argent public. Autre exemple de ce système de porosité qui s'est instauré, c'est, je cite dans le livre une dame qui s'appelle Sophie de Menton, qui dirige un petit mouvement patronal qui s'appelle Éthique, qui a été créé il y a 30 ans par Yvon Gattaz, l'ancien président du MEDEF ou du CNPF à l'époque, j'ai oublié. Et donc Sophie de Menton, son bras droit de mouvement éthique, c'était Loïc Le Floch-Préjean, l'ancien patron sulfureux d'Elf, celui qui a été condamné, le condamné vedette du procès Elf en corruption, et qui a viré à l'extrême droite, puisqu'ensuite il est devenu en 2022 le conseiller politique d'Éric Zemmour. Et donc cette dame, dont l'adjoint est manifestement d'extrême droite, s'est fait une spécialité depuis 2 ans d'être la rabatteuse de grands patrons pour les amener vers Marine Le Pen. Elle les démarche pour les présenter à Marine Le Pen. Mais pour y arriver, il faut qu'elle ait une posture mondaine dans la vie du capitalisme parisien. Et comment y parvient-elle? Elle fait des sortes de séminaires, de colloques avec des gens qui viennent faire des exposés, avec des gens considérés comme des personnalités majeures de la vie des affaires parisiennes. Et donc ça se passe au cercle de l'Union Interalliée, qui est un lieu très chic de la capitale, place de la Concorde, et défilent pour faire des exposés des gens comme François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, ou comme Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie. Voilà, ces gens-là vivent en affaires. Donc ça, c'est le premier bloc. On pourra y revenir ensuite j'essaie d'aller vite dans l'échange. Le second fil que j'ai essayé de tirer, c'était la fascination de certains grands patrons français, notamment ceux qui ont des groupes très internationalisés, avec notamment des filiales aux États-Unis. Donc j'ai essayé d'enquêter sur la fascination exercée sur eux par les événements américains. Là encore, je pense qu'on a manqué de vigilance, parce que le capitalisme connaît des phases ou des dynamiques qui peuvent changer. On a connu pendant très longtemps le capitalisme des Trente Glorieuses, l'époque où le vieux leader de Force ouvrière, Bergeron, disait il y a encore du grain à moudre. Donc
il y avait une relation complexe entre capital et travail, mais selon le contexte politique, selon le rapport de force social, ça pouvait changer, il pouvait y avoir encore des acquis sociaux, c'était bon, voilà. Ensuite, on a connu le raz-de-marée du capitalisme néolibéral qui débarque dans l'Europe continentale à partir du milieu des années 80. Et je pense qu'on a manqué de lucidité sur le fait que le capitalisme néolibéral commence à entrer en crise à partir de la crise financière des années 2008-2010. En clair, certains acteurs financiers majeurs dans le monde considèrent que la rentabilité du capital n'est plus assez forte et qu'il faut donc chercher sans doute une organisation ou une radicalisation de ce capitalisme néolibéral. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, à cette époque-là, certains hommes d'affaires commencent à réfléchir d'un capitalisme sans aucune régulation. Alors, vous savez, dans l'entourage de Trump, il y a deux hommes d'affaires très importants qui ont beaucoup financé ses campagnes. Le plus connu, c'est Elon Musk, l'homme du salut nazi le jour de l'investiture. Et puis, il y a Peter Thiel, le fondateur de PayPal, le moyen de paiement électronique, aussi. D'ailleurs, les deux qui sont amis, Elon Musk a aussi investi dans PayPal au début de l'aventure. Les deux viennent de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Ceci est important comme détail. Et donc Peter Thiel, ça a été un peu le théoricien de ce mouvement-là, de cette gamberge. En fait, la gamberge, on dit pour la résumer, il a été un peu le théoricien d'un capitalisme libertarien. Pourquoi libertarien? Ça veut dire quoi? Libertarien, c'est une certaine conception de la liberté très différente de ce qu'on connaît nous avec les Lumières. Prenez la Déclaration des droits de l'homme, elle fixe des principes de liberté, mais en même temps, dans la transcription législative de certaines dispositions, la loi détermine aussi les sanctions en cas d'abus de cette liberté. Je prends un exemple, la grande loi sur la presse de 1881. L'article 1, c'est l'édition et la librairie sont libres, principe absolu de liberté. Et ensuite, les articles suivants prévoient des sanctions en cas de racisme, d'antisémitisme, d'injure, de diffamation. Donc la liberté n'autorise pas à tout dire. Là, certains capitalistes américains se sont dit liberté totale, plus de règles du tout. Pourquoi m'objecterait-on qu'il faut défendre l'environnement et qu'il ne faut pas recourir à la fracturation hydraulique si grâce à cette fracturation hydraulique, je peux atteindre du gaz de schiste? Pourquoi est-ce qu'on m'emmerderait avec la souveraineté monétaire des États, qui est l'un des instruments majeurs de souveraineté, si grâce aux crypto-monnaies, je peux gagner plein d'argent? Donc liberté totale. Et c'est tellement, en clair, ils rêvent d'un capitalisme sans état de droit et même sans démocratie. Et Peter Thiel, dans un billet de blog il y a plus de 20 ans, le dit explicitement. Je donne dans le livre les références de ce billet de blog en américain, mais c'est... Voilà, il dit « J'en suis arrivé à la conviction que la liberté au sens où je viens de le définir, j'en suis arrivé à la conviction que la liberté est devenue incompatible avec la démocratie. » Donc il définit bien un capitalisme sans la démocratie. Et lui, à l'époque, est très inspiré par un blogueur californien, parce que tout ça bouillonne surtout dans la tech californienne, hein, qui est le cœur du capitalisme, le nouveau capitalisme numérique. Il est très influencé par un blogueur qui s'appelle Curtis Yarvin, qui écrit des billets de blog sous un pseudonyme de Mollbourg. Et ce Mollbourg dit ouvertement, il y a 20 ans, à la même époque, mais vraiment, qu'est-ce qu'on reproche aux nazis? Donc il faut bien comprendre que le salut hitlérien de Musk n'est pas le geste fou d'un bouffon dangereux. C'est l'aboutissement de tout un bouillonnement intellectuel ultra-réactionnaire qui commence il y a 20 ans et qui, voilà, maintenant, comme Trump est accédé au pouvoir, qui donne libre cours à tous ces fantasmes racistes, violents, d'un capitalisme hors la démocratie. Or, si vous regardez le comportement des grands patrons français, des plus grands, hein, donc c'est Bernard Arnault, c'est Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, ils sont d'ailleurs tous patrons de presse, il faut le signaler. Rodolphe Saadé, c'est donc le patron de BFM TV et de la Tribune, notamment.
Il a d'autres ambitions que ça. C'est le cas également de Patrick Pouyanné. Et il y a une adoration pour Trump qu'il manifeste le jour de l'investiture, mais qui vont continuer à manifester. Dire 4 mois ou 5 mois après l'investiture, donc après les annonces d'augmentation des tarifs douaniers, et voyant ce que fait Musk dans son département qui a la mission de taper tous les services publics, de les détruire, de chasser les fonctionnaires, de les foutre dehors, Bernard Arnault fait quand même cette déclaration en employant une sorte de néologisme curieux, mais qu'on comprend bien. Il faut également en France que l'on commence à slasher l'administration. Slasher, donc c'est une sorte d'américanisme, c'est-à-dire sabrer. Donc c'est vraiment c'est l'allusion, je ne sais pas, à la tronçonneuse de Milei. Donc moi, ma conviction, c'est qu'on va... il y a des grands patrons qui sont séduits par ce capitalisme. Alors, il y a des économistes français qui disent capitalisme autoritaire. Moi, je suis pour qualifier les choses de manière plus dure. Fasciste. Fasciste. C'est ça qui se prépare. C'est contre toutes les libertés publiques. Fasciste, pas au sens originel, pas mussolinien. C'est une autre forme de fascisme. Mais c'est le recours à la violence comme moyen d'affronter le peuple parce qu'il faudra des réformes très impopulaires. Donc il y a une fascination pour certains grands patrons que j'essaie de documenter. Et puis, comme toujours, le virus se propage par le business. Et ce qui est très frappant, c'est que c'est donc la tech californienne qui est de manière très aveugle. On pensait que la tech californienne, vue de France, était un secteur assez, pas progressiste, mais proche du Parti démocrate américain. Alors en fait, non, ça a basculé vers l'extrême droite, le techno-fascisme, depuis de plusieurs années. Et ça arrive en France. La tech française, les start-up parisiennes étaient très pro-Macron de 2017. Et dans le livre, je documente, je vais vite, qu'il y a de plus en plus de secteurs gagnés par l'extrême droite, avec des réunions avec Bardella. Je termine, comme j'avais dit que j'irais vite, par une remarque. C'est que faire, vieille question depuis 1905. Donc je vous donne mon point de vue. En tout cas, une idée. Il y a un bouillonnement démocratique partout. Il y a des syndicats, heureusement, qui font leur boulot. Malheureusement, pas tous. Il y en a certains qui sont gangrénés par l'extrême droite, mais on est entre nous, on sait de qui je parle. Il y a dans la jeunesse plein de dynamisme, il y a des collectifs, Stopo Bolloré, il y a, voilà, donc quand il y a une manifestation contre l'extrême droite, les citoyens sont au rendez-vous. Donc on sait qu'il y a une attente citoyenne et un attachement à la démocratie. Ce qui manque, me semble-t-il, c'est au sommet. Pourquoi je dis ça au sommet, notamment des partis politiques? Moi j'ai été fasciné par un livre qui est que je trouvais très, très impressionnant, qui est le livre de l'historien Johan Chapoutot. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, Les Irresponsables, où il montre de manière magnifique comment Hitler, j'allais dire, a pris le pouvoir. Non, justement, parce qu'il montre l'inverse. Hitler n'a pas pris le pouvoir, on le lui a donné, ce qui est totalement différent. Et il montre la similitude entre la situation en Allemagne, décembre 32, janvier 33, et la situation d'aujourd'hui en France. Il dit, regardez, à l'époque, il y avait un magnat qui tenait toute la presse, une sorte de Bolloré avant l'heure. Il y a eu 2 dissolutions ratées, et puis l'extrême centre, l'oxymore qui dit bien ce que ça veut dire. Donc à l'époque, Hindenburg et von Papen, qui se disent, on n'y arrive pas, tout se casse la gueule, on va essayer de nommer un guignol, enfin ils disent pas ça comme ça, et on tiendra les rênes quand même, on restera aux affaires. Donc voilà. Et on sait que l'histoire ne s'est pas passée comme il l'escomptait. Et moi j'ai fait observer à Chapoutot que dans son livre, formidable, il y avait un angle mort. Il faisait plein de comparaisons pertinentes, mais il en manquait une. Il ne parle pas du mouvement ouvrier allemand. Il ne parle pas de la gauche allemande. Et c'est très important parce que la gauche allemande, ce sont les 2 partis politiques les plus importants liés au mouvement ouvrier qu'il y ait jamais eu en Europe dans l'histoire européenne. Le SPD, donc les socialistes allemands, et le Parti communiste allemand, le KPD. Des partis en nombre numérique très impressionnant. La seule chose, c'est que ces 2 partis
ont des bonnes raisons de se méfier les uns des autres parce qu'ils ont eu des heures terriblement sombres. Le SPD, les dirigeants ont du sang sur les mains parce que c'est eux qui ont organisé l'assassinat de Liebknecht et de Rosa Luxembourg 13 ans avant ou 14 ans avant. Et le KPD, c'est le parti le plus stalinien qui ait jamais existé, qui, sous les ordres de Staline, qui décrète à partir de 1928 ce qu'ils appellent la troisième période de l'internationale communiste. Et donc, sous les ordres de Staline, l'ennemi, ce sont les sociofascistes, ce sont les socialistes. Et donc, il y a une campagne de dénonciation, d'attaque. Et le KPD fait même des actions communes avec les nazis contre le SPD. Et le paradoxe insupportable de l'histoire, c'est que, du coup, Hitler accède au pouvoir et le mouvement, la gauche, ne bouge pas. Il ne se passe rien. Et donc, je trouve que c'est pour ça que j'ai voulu engager ce combat, ce débat fraternel avec Chapoutot, qui n'a pas souhaité échanger publiquement avec moi. Il m'a répondu en privé. Voilà. Et donc, je pense que la leçon allemande doit nous servir. C'est qu'il faut... C'est pour ça que je me réjouissais de voir la bonne entente syndicale que vous avez entre vous. Mais je pense que les politiques, ça devrait être, à gauche, ça devrait être la même chose. Alors qu'on vit une période d'alternance d'union très courte et de désunion très violente et très longue. Or, pour moi, c'est l'un des facteurs qui peut aussi contribuer à la victoire de l'extrême droite. Voilà, j'ai essayé d'être bref. Dans ton exposé, comme Laurent, merci, et extrêmement brillant comme le bouquin qui est édifiant et qui fait pas dans le dos. Tu as évoqué effectivement François Coty, tu as évoqué le 6 février 1934, la tentative de renversement de la République sociale et universelle par Pierre Tétinger, le colonel de la Roque, les monarchistes de l'Action française, etc. Mais il y a eu quelque chose qui était intéressant, c'est-à-dire que le vieux leader syndical Léon Jouot de commande de la CGT, il est déjà aux commandes de la CGT en 1909. Il impose l'union à la base. Il ne sait pas si ça va marcher. Mais il convoque la Ligue des droits de l'homme, l'ASFIO, le Parti radical, la section française de l'internationale communiste dans les locaux de la CGT confédérée le 10 février 1934. Et il s'accorde pour déclencher une grève générale. Il impose à la base une grève générale, le 12 février 1934, et c'est une grève générale victorieuse. C'est une grève générale antifasciste qui fonctionne avec des millions de salariés grévistes et le pays est à l'arrêt. Et on lui impose, le gouvernement à l'époque lui demande de surseoir à cette grève générale, et il tient bon. Et le vieux leader syndical Léon Jouot, je rappelle que cette semaine, à Paris, au théâtre de l'Auguste, Léon Jouot est arrêté par la police de Vichy le 22 novembre 1940 et il sera interné en Allemagne de 1943 à 1945. Et après, il revient au théâtre de l'Auguste cette semaine. Se tiendra une pièce de théâtre sur l'internement de Jouot. Ça s'appelle ITER 43-45. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les militants ouvriers, les militants de classe, se réapproprient la mémoire pour ne pas répéter ce qui s'est produit en 1932 en Allemagne. Il y a deux auteurs qui le disent très très bien. Il y a René Berthier qui a écrit un ouvrage édifiant sur les guerres fratricides entre le SPD et le KPD. Et puis effectivement, tu parlais de Rosa Luxembourg, tu parlais de Karl Liebknecht, mais il y avait aussi Erich Buncham et Gustav Landauer. Dans la situation, ce qui s'est produit aussi, c'est que, il y a un autre auteur, un historien qui s'appelait Daniel Guérin, qui est allé en Allemagne en 1932 et en 1933, et il a vu la différence. En 1932, on pouvait les arrêter, on avait les chambres syndicales, on tenait encore les chambres syndicales. En 1933, quand il repart, la première fois c'était à vélo, la deuxième fois c'était à pied. Et effectivement, les syndicats n'ont pas bougé parce que la difficulté de ces guerres fratricides, c'est que
Et c'est pour ça que, à Force Ouvrière, parce qu'on est invité à Force Ouvrière, c'est que nous, on est libre et indépendant, c'est-à-dire on n'est certainement pas neutre et apolitique, c'est-à-dire qu'on est indépendant de toutes les formes de religion, de toutes les formes de gouvernement, de toutes les formes de patronat et de toutes les formes de partis politiques. C'est-à-dire que c'est la base qui a imposé le succès de la grève générale. C'est-à-dire que ce qui peut brouiller les cartes, c'est quand la classe ouvrière et paysanne se met en branle et a confiance pour et par elle-même. Sans rester sur le calendrier, la zone de confort, c'est effectivement l'électoralisme forcené, où les syndicats deviendraient la force subsidiaire des partis politiques. Et il faut peut-être que la base puisse déborder ce jeu extrêmement malsain, où on va refaire 1932 avec des guerres fratricides, avec des torts et des torts partagés. Effectivement, le gouvernement Hébert réprime dans le sang les spartakistes et la République des conseillers ouvriers de Bavière. C'est tout à fait exact, Laurent. Mais dans la situation, nous, en tant que syndicalistes, les femmes et les hommes du quotidien, du respect du travail et de la sécurité sociale dans les entreprises, dans les lieux de travail, comment on fait main dans la main. Moi, par exemple, j'ai un exemple très concret. Nous, on a fait 81,46% sur une liste commune EFO Sud à l'association La Bretèche. Ça, c'est l'IME. Donc, on fait vivre l'union sur un terrain de lutte de classe avec Véro, qui est dans la salle, sur le fait qu'on ne lâche pas l'affaire, on va effectivement mener une double besogne. Je pense que c'est une... Après, on a toujours considéré que les syndicalistes pouvaient être organisés politiquement. C'est encore ce que disait Émile Pouget. Le parti est un groupement d'opinion, le syndicat est un groupement d'intérêt. Comment on fait en sorte de défendre notre classe? On sait que, de toute façon, le FNRN est inutile à notre camp social. Le FNRN ne défend pas les droits sociaux de la classe ouvrière. Il est contre les normes sociales et environnementales. À partir de là, le sachant inutile et nuisible à notre classe, comment on fait pour démasquer? Et je pense que Fabrice l'a dit, c'est-à-dire que sans surplomb, c'est-à-dire qu'effectivement on a une classe c'est une vieille affiche du MRAP où on avait un visage d'une personne humaine qui était peint en vert. L'affiche du MRAP disait le raciste, c'est quelqu'un qui se trompe de colère. Voilà, on a une population qui se trompe de colère, elle a raison d'être en colère. Nous, on doit légitimer et flécher sur la colère sociale légitime. Mais comment faisons-nous ensemble en étant confrontés en n'étant pas les yeux grands fermés sur ce qui nous arrive. À Saint-Malo, par exemple, effectivement, Pierre l'a dit, les victimes des lacrymogènes et des personnes qui ont été blessées avaient 76 ans. Nous avions des personnes de 76 ans, nous avions des étudiants et des jeunes, mais où était notre classe? Où étaient les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires? Comment, sans surplomb, lucide sur l'immensité de la tâche, comment on fait mentir l'histoire? Et je pense que 2025, à cet égard, est extrêmement important. C'est pas en 2026-2027 qu'il faudra avoir les yeux pleurés. Comment on donne confiance au mouvement syndical de notre place? Place à la discussion surtout, parce que sinon... Moi j'ai une question. Je reviendrai sur ce que tu soulevais Kaou, tout à l'heure. plus fort Kaou, parce que tu es enregistré. Je suis désolé. J'essaie de parler plus fort. En fait, moi j'avais une question, c'est sur la question, c'est sur ce que tu as expliqué au niveau du patronat, de la bourgeoisie, en tout cas, tu as analysé plusieurs sensibilités dans cette classe sociale. Mais ma question, c'est que je pense que quand même il y a des contradictions dans leur propre camp. Notamment, j'avais vu un reportage qui avait été fait sur la position du patronat de certaines branches vis-à-vis des travailleurs immigrés. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait une frange du patronat, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, et aussi l'aide à la personne, et c'était un des dirigeants du syndicat patronal qui le disait à la télé, qui disait clairement, mais nous, le programme du RN, si on l'applique, nos entreprises, elles coulent, elles sont finies. Parce qu'ils évaluaient, je crois que
la population de travailleurs immigrés, c'était 25% de leurs salariés. Donc lui, clairement, il prenait la question pour lui. Maintenant, ma question, c'est plus de savoir comment toi, tu évalues dans le camp patronal. Est-ce que, voilà, ils sont en train de... Est-ce que l'extrême droite devient majoritaire et va clairement mettre tout son poids dans leur accession au pouvoir? Ou est-ce qu'il y a encore des contradictions dans le patronat qui ferait que ça nous donnerait peut-être une petite aide, nous, pour notre camp social, de faire qu'ils ne vont pas accéder si facilement que ça au pouvoir, quoi. C'était surtout ça, d'analyser ça. Moi j'ai le sentiment, si on compare les positions du patronat français et du patronat allemand, c'est très intéressant parce qu'on voit bien les lignes de fracture différentes dans un pays et dans l'autre. En Allemagne, 2024, tous les 25 plus grands patrons français ont pris une position commune. Dans un texte qui était très clair, dont le titre disait tout, c'était « Debout pour nos valeurs ». Donc il y avait tous les patrons, Siemens, Krupp, voilà. Et pour une raison qui recoupe ce que tu dis, c'est que les grands patrons allemands, encore plus que certains secteurs français, ont manqué de main-d'œuvre et donc ont totalement adhéré à la politique pro-immigration de Merkel dans les années 2015-2017. Du coup, il y a eu des polémiques très violentes à l'époque entre le patronat allemand et l'extrême droite allemande, l'AfD. Et je pense que ceci a perduré, et donc d'où la position du patronat allemand, toujours violemment anti-AfD. Je pense que par ailleurs se surajoute quelque chose en Allemagne, c'est que je trouve que l'Allemagne a toujours une capacité à regarder son passé en face et à essayer de tourner la page du nazisme. Dès la fin des années 40, le patronat allemand a essayé de tourner la page sur beaucoup de volets, notamment la gouvernance des entreprises. Je pense que l'aspect, les valeurs, voilà, c'est pas militant anti-extrême droite, mais en tout cas le patronat allemand ne veut pas composer avec. Ce qui n'est pas le cas du patronat français, et je pense que moi j'ai essayé de trouver les opposants à l'extrême droite dans le patronat. Il y a 2002, à l'époque du face-à-face Jean-Marie Le Pen-Chirac, il y a plein de grands patrons français qui prennent position contre Jean-Marie Le Pen. Enfin, d'abord, le patronat appelle clairement à voter Chirac contre Le Pen, et individuellement, il y en a plein qui prennent position. Donc Maurice Lévy, à l'époque patron de Publicis, Michel Pébroul, patron de BNP Paribas, enfin, tous les grands noms du patronat prennent position. Là, plus personne. Le seul que j'ai trouvé, c'est quelqu'un, enfin le groupe est très connu, c'est Safran. Donc Safran, c'est le moteur d'avion et d'hélicoptères. Le patron est moins connu, c'est le président du conseil d'administration, Ross McInnes, m'a dit, voilà, moi si un jour j'ai à choisir entre mes convictions économiques libérales et mes convictions démocratiques, je choisirai mes convictions démocratiques. Et il m'a dit, d'ailleurs, vous pouvez dire dans votre livre que je vote Nouveau Front Populaire. Mais honnêtement, c'est le seul que j'ai trouvé, hein, le seul. Donc, est-ce que dans certains secteurs, il y a des manques de main-d'œuvre? En tout cas, c'est pas ça qui a amené certains à prendre position. Donc, je pense que ceci je pense que dans leur grande majorité, ils sont prêts à assumer cette contradiction-là. Vas-y, Eric. Bonjour Laurent, content de t'écouter encore. J'ai eu un échange avec le chargé de mission du MEDEF de Bretagne récemment, qui est un chargé de mission salarié, mais Thomas Ligavant, qui me disait, mais tu sais, le patronat, maintenant, avec l'extrême droite, on est prêt à composer parce que tout sauf la gauche. C'est exactement la démonstration que tu faisais, et tout sauf la gauche, et tout sauf l'épouvantail Mélenchon. Et lorsqu'on discutait de l'application de la dérive, de la fin de la démocratie potentielle, il me dit, oui, mais nous, on est très satisfaits de ce qui se passe en Italie, avec Merloni. Quand le patronat lui a demandé de libérer l'ouverture des ports pour les migrants parce qu'on a besoin de salariés, elle s'est mise à s'occuper d'autre chose que des migrants, c'est-à-dire des vrais sujets qui nous emmerdent pas, c'est-à-dire des problèmes sociétaux, fermer les plannings familiaux, etc., etc., etc. Et d'ouvrir des crèches bien pensantes
pour les bonnes familles italiennes. Et ça, c'est quelque part l'Institut Locarno derrière qui parle, avec tout l'agro-business. Et c'était suite à notre échange où je t'avais écouté récemment que j'ai renouvelé la discussion avec une partie du patronat, et il me disait oui, c'est tout sauf la gauche. Ils sont prêts à ça. Alors il y a quelques résistances encore en Bretagne, parce qu'ils ne sont pas tous derrière Pinault, Bolloré, ces gens-là. On a entendu le président Carré de Césaire de Bretagne, mais il est peut-être l'un des derniers représentants de ce qui s'appelait le petit bastion qui était autour de Parisot, puisqu'il avait été son directeur de campagne autrefois. Mais je crois qu'ils sont extrêmement minoritaires, même dans l'espace de la social-démocratie, du business breton. Et puis, sur le secteur médico-social, mon camarade de l'Action sociale vient de démontrer que là aussi c'est un secteur où, mais tu vas peut-être en parler directement, où ils ont décidé d'investir. C'est-à-dire alors on a vu le scandale d'Orpea avec les vieux, mais là c'est un nouveau scandale qui se prépare sur la protection sociale à l'enfance. Ils vendent des places. Et ils vendent des places à tous les... Donc ils vendent des places à l'argent public départemental, sur les gamins placés, etc. Et derrière c'est le milliardaire belge, c'est la bouche et des gens comme ça. Et donc ils sont en train d'envahir tous les espaces de la société où ils n'étaient pas. Où ils n'étaient pas. Même dans le mouvement féministe d'ailleurs, Marine Le Pen se montre comme étant une nouvelle féministe représentante des femmes contre l'étranger. Parce que quand même le danger c'est l'étranger. C'est vrai que l'allusion que tu fais à Parisot est importante, parce que donc Parisot, c'est donc président du MEDEF à la fin donc juste avant l'élection présidentielle de 2012, et elle prend très clairement position à l'époque, c'est de la manière très énergique, en disant que la dédiabolisation du RN est une imposture. Oui. C'est ça le thème de son livre. Et donc c'est la dernière qui dit ça, et la dernière, c'est même la seule au sein du patronat qui tiendra ce propos-là, et qui est important parce que nous sur Mediapart on essaie pas quotidiennement mais sans arrêt d'enquêter pour apporter la preuve de cette imposture-là. Évidemment elle, j'ai cherché à la joindre en disant regardez, les choses s'accélèrent, le barrage que vous indiquiez comme indispensable, tout est en train de s'écrouler, et elle ne s'est pas exprimée. Je ne suis pas arrivé à la joindre. Et je n'ai rien entendu de quelques personnalités qui pouvaient encore défendre cette position de Parisot. C'est pour moi l'indication que le mur s'est effondré. Seconde remarque sur ce que tu dis sur l'Italie. Moi, dans l'enquête que j'ai faite, et dans les débats que j'ai eus après, on m'a souvent objecté l'exemple italien en disant mais est-ce que la menace démocratique que tu pointes est aussi grave que ça, puisque bon, finalement avec Meloni ça n'a pas été en Italie la catastrophe démocratique annoncée. Moi je fais juste cette mise en garde, c'est que l'Italie n'est pas la France. L'Italie c'est un régime parlementaire avec un pouvoir qui est celui du gouvernement et des contre-pouvoirs, notamment contre-pouvoir parlementaire qui a un vrai exercice. Nous, on a des institutions issues d'un coup d'État, suivi de 58. C'est des institutions, comme disait Mitterrand en 1964, mais ensuite il l'a vite oublié, les institutions du coup d'État permanent. Donc d'imaginer que ces institutions qui garantissent l'exercice solitaire du pouvoir, qui permet à un homme seul d'imposer sa volonté à tout un peuple, imaginer que ces institutions-là peuvent être entre les mains d'un parti qui a été à l'origine fondé par celui qui, un tortionnaire en Algérie et un ancien Waffen-SS, ça fait autrement plus peur que ce qui s'est passé en Italie. Voilà, mais je pense qu'il faut faire cette pédagogie-là. L'Italie n'est pas la France. Et les 3 premiers articles du RN sont les mêmes que les 3 premiers articles du FN, sur l'orientation. Puisqu'il y a un petit temps mort, je voulais juste réagir.
c'est vrai que quand on fait les leçons, quand on se plonge dans le passé, on se dit qu'il y a eu tellement de belles choses écrites et tellement d'événements importants dont on oublie la portée. Donc c'est vrai que ce que dit Jacques sur quand je dis il n'y a pas d'unité au sommet, c'est vrai que parfois, heureusement, dans l'histoire, il y a des moments de submersion. Et donc, 6 février 34, on est dans une situation à certains égards identique à celle que je pointe en parlant de l'Allemagne 32-33, puisque lors du 6 février, il y a les ligues fascistes, mais il y a aussi l'association des anciens combattants du Parti communiste qui manifeste, la RAC qui manifeste le même jour, au même endroit. Hein. Et puis c'est le 12 février, c'est la submersion, et donc c'est ça qui va conduire finalement au Front populaire. Donc l'histoire nous enseigne aussi ça, c'est que le peuple a les moyens de déjouer ce danger-là. Et l'autre clin d'œil que faisait Jacques tout à l'heure, qui est important, j'ai un regret dans le livre, c'est que je n'ai pas parlé de Daniel Guérin. C'est vrai, la lecture de Daniel Guérin avec le recul fait du bien, parce que Guérin écrit donc son livre connu, Fascisme et Grand Capital, en 1936, hein, et pour bien montrer qu'il n'y a pas de fascisme sans cette connexion avec le grand capital, et il prolonge son raisonnement, c'est le cœur de son livre, et que je trouve que c'est inversé au débat public d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de combat efficace contre l'extrême droite sans combat contre ce système d'exploitation du travail salarié. Et donc, il dit que les deux combats, c'est pas seulement un combat de droits de l'homme, c'est beaucoup plus que ça, c'est un combat pour une autre société. Pierre? Oui, donc, bon, d'abord, merci Osda Sefo pour l'invitation, merci Laurent, notamment pour ce rappel historique bienvenu qui dit que en tout temps, le fascisme a été soutenu par le patronat et par le capital. Et ça, c'est très important de le redire. Il n'y a pas de victoire fasciste quand le capital, à un moment, ne fait pas le choix de les soutenir. Alors, en France, le patronat a eu un choix forcé après la guerre, c'est d'accepter de la démocratie libérale, et puis des 30 glorieuses, etc. Et il y a des persistances historiques, mais il y a aussi des différences. Et la vraie question, c'est alors que pourquoi, et tu vois, j'avais marqué dans les petites notes que j'avais prises, j'avais marqué la même date que toi, 2008. Pourquoi, alors qu'il n'y a pas de situation révolutionnaire dans le monde autour de cette crise économique de 2008, quand même le capital fait le choix tout à coup de soutenir après 2008-2010 l'extrême droite, et de manière internationale, parce que en Italie, en France, au Brésil, etc. Ça c'est une vraie question. Visiblement, tu y apportes des éléments auxquels je n'avais pas, mais voilà. On voit bien, Mussolini, il est aidé parce qu'on sort du Biennio Rosso des 2 années pour lutter contre la crise révolutionnaire. On voit pour lutter contre le prolétariat allemand le plus organisé dans les années 20 et 30, Hitler est soutenu, etc. Mais pourquoi au niveau international le capital fait le choix de l'extrême droite après 2008 ? Voilà, ça c'est une première question, même si tu y as un peu répondu. Le deuxième chose, c'est que et c'est ça que j'arrive pas, mais je pense qu'on n'a pas ici la réponse, sinon on gagnerait. C'est pourquoi, alors que régulièrement nos organisations syndicales, je vais m'en tenir au niveau syndical, on rappelle, on rabâche à tous les salariés que les faits, ce que fait le Rassemblement national, qu'ils votent contre l'augmentation du SMIC, contre le gel des loyers, ils progressent dans le salariat. Par exemple, je vais donner un truc là, ce que vient de faire le RN sur ArcelorMittal, de voter contre la nationalisation qui est entre autres portée par nos camarades, ça devrait ouvrir les yeux des salariés, etc. Et pourtant, ils continuent à progresser, les camarades le disent, hein, dans le nord de la France, de jour en jour dans le prolétariat du nord de la France. Et ça, c'est une chose,
je me dis, mais c'est pas possible. Alors, il y a plein de raisons, mais pourquoi les gens on leur dit, et soit ils ne nous croient pas, soit ils ne voient pas le danger. Ça me fascine en fait, comment les gens peuvent voter contre leurs propres intérêts. Voilà. Mais à un point vraiment important. Alors, comment, parce que moi c'est ça qui m'intéresse en tant que syndicaliste, comment malgré visa, nos tracts, nos machins, voilà, il y a des déserts syndicaux, il y a tout ça, mais comment même là où on est implanté, alors que, je vais donner un exemple, moi je suis directeur d'école, je suis dans le primaire, je veux dire, un prof du primaire qui disait qu'il avait voté Le Pen, jusqu'à il y a 10 ans, c'était impossible, enfin, il y en avait un dans chaque département. Aujourd'hui, c'est régulier. C'est régulier. Et quand on leur dit, mais tu sais que le RN veut casser l'école publique, etc., etc., ils disent, ouais, je sais, mais je vote RN. Voilà. Et ça, c'est un truc de fou, quoi. Et puis, la dernière chose sur laquelle je voulais intervenir, c'est sur le front unique. C'est sur le front unique. Parce que là-dessus, il faut qu'on discute, puisque là, on est entre nous, on est tous convaincus qu'il faut... Voilà. C'est... on a des discussions dans le mouvement syndical entre radicalité, front unique, etc. Et je ne vais pas parler du front unique politique, mais nous, à la CGT, on a appelé à voter pour le nouveau Front populaire. Parce qu'on pensait que c'est ça qui allait arrêter, etc. Mais comment on maintient ce front unique? Parce que je suis persuadé que si on ne le fait pas, on va perdre. Et là-dessus, on a des discussions entre nous. Par exemple, comment on intègre les réformistes ou les sociaux-libéraux, par exemple de la CFDT au niveau syndical, dans ce front unique. Est-ce qu'on y a intérêt? Moi, je reste persuadé que oui. Parce que même si on sait tout ce qui signe, etc., même s'ils reculent sur certaines luttes, etc., je pense que si on ne peut pas se permettre dans la période d'apparaître comme les gens qui divisent, et qu'il faut vraiment s'adresser en permanence aux réformistes pour former des fronts qui restent, qui soient les plus larges possibles, des fronts politiques sans doute, mais en tout cas des fronts syndicaux, ça c'est certain. Je suis désolé, je fais juste un petit point d'ordre. J'avais dit à Jacques depuis le début que je dois quitter cette salle impérativement à 19h40. On est attaché au mandat impératif, Laurent, il n'y a pas de souci. Voilà, pour des raisons familiales. Voilà. Je donne mon point de vue parce que là, je sors du travail que j'ai fait. Sur le néolibéralisme, il rentre en crise parce qu'il n'apporte pas la rentabilité que les investisseurs attendent. Et donc, il n'y a pas de jonction qui se fait de manière immédiate avec l'extrême droite. Donc, dans certains pays, ça va avancer plus vite que dans d'autres. Et donc, les symptômes du fait que les hommes d'affaires sont à la recherche de solutions, y compris politiques, pour gagner en rentabilité, il y aura en fait trois grands symptômes. D'une part, il y aura la multiplication des zones libérées par le capital, les zones franches. Il y a eu un livre fait par un historien canadien, j'ai oublié le nom du livre, Slobodian. Desno. Quoi? C'est pas Desno quelque chose, Jean-Pierre Desno? Non, c'est le capitalisme, Oui, la à catastrophe. la marge, oui. Bref. Mais bon, il y a trois pays qui seront les symptômes de ce nouveau capitalisme qui émerge, qui seront évidemment le Brésil de Bolsonaro, l'Argentine de Milei, l'homme à la tronçonneuse et l'Amérique de Trump. Voilà, et donc la jonction se fait à l'extrême droite assez vite parce que, il y a un cœur du capitalisme qui est très resserré, qui est Capitalisme, ouais. de l'apocalypse. De l'apocalypse. Voilà, et donc, mais là, par exemple, en France, le patronat était très pro-Macron. Enfin, initialement, en 2017, il est pro-Fillon. Tous les grands patrons sont pro-Fillon. Après le naufrage calamiteux de sa campagne, il découvre avec bonheur Macron, il s'emmourage de lui, et ce qui va créer le divorce absolu radical, ce sera la dissolution. Ils se disent, il nous met dans un univers qui devient totalement instable, c'est pas bon pour le business, et donc ils sont en rage contre Macron, et du coup ça libère les possibilités de rencontre avec l'extrême droite. Mais la jonction en France entre le capitalisme libertarien
qui risque d'arriver, et l'extrême droite, c'est pas encore joué. Hein. La connexion se fait, ils se disent, certains avec enthousiasme, l'extrême droite va arriver au pouvoir, d'autres se disent, il va bien falloir se résigner et s'accommoder à eux, mais la jonction n'est pas encore totalement opérée, elle est en train de se faire. C'est ma première remarque sur le FN, Parti ouvrier. Moi, il faudrait que je te renvoie à des études, mais moi je trouve que c'est très... Je trouve que c'est une imposture dans le débat public, la posture que prend le RN en disant on est le premier parti ouvrier. Parce que dans ce cas-là, il s'accroche à un chiffre, c'est 35% ou 36% des suffrages exprimés. Donc c'est pas les suffrages, c'est pas par rapport au nombre d'inscrits. Donc si il y a 3 millions de non-inscrits, 3 millions de non-inscrits. Voilà, et puis ça prend pas en compte du coup l'abstention, qui est beaucoup une abstention ouvrière. Donc du coup, voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre en proportion. Sur le front unique, moi j'aimais, pardon, c'est comme ma biographie est publique, c'était pas ma secte d'origine, mais Besancenot, mais j'ai trouvé, il a fait une petite interview, je sais pas où, mais que j'ai écouté, que j'ai trouvé formidable, où il dit son désaccord avec ce que font les socialistes aujourd'hui, en disant, voilà, ils ont offert une bouffée d'oxygène formidable à ce gouvernement totalement minoritaire, qui n'a plus d'assises du tout, mais il dit, donc je suis en désaccord total avec eux, mais il dit, mais les socialistes ne sont pas mes ennemis. Et donc, il faut faire cette pédagogie de l'unité nécessaire. Voilà, donc retrouver le... Avant, Laurent, il y avait un aphorisme qui disait, avant le socialisme révolutionnaire, c'était un pléonasme, aujourd'hui, c'est devenu un paradoxe. Ouais. Voilà, donc ensuite, vous pouvez discuter avec vous. Oui. Moi, j'ai encore 10 minutes et je file. Antoine voulait alerter sur l'offensive extrême droitière dans le médico-social et tu as fait des signalements, toi, Antoine. Ouais, en fait, on se croyait préservé peut-être. On se croyait préservé peut-être dans le secteur médico-social, parce que je suis partie du syndicat de l'action sociale des Côtes-d'Armor pour le coup. Et en fait, les événements ont fait que j'ai à la fois assisté à votre présentation à Saint-Brieuc, et puis à la fois sortaient des événements, enfin en tout cas des éléments dans le cadre syndical et sur des questions juridiques qui nous ont amenés à nous poser et nous questionner sur une structure qui s'appelle l'UBERI, qui émane de Domino RH et qui est un groupe international d'origine française, lyonnaise, sous la direction d'un monsieur qui s'appelle Labouche. Et en fait, en creusant, donc une commission parlementaire de 2024 en décembre, si mes souvenirs sont bons, s'est positionnée pour pointer à, comment dire ça, un questionnement éthique sur le fait que la protection de l'enfance puisse être accaparée par le privé lucratif. Mais cette commission d'enquête ne va pas plus loin que ça pour savoir qui sont ces gens qui font du lucratif sur l'action sociale et particulièrement sur la protection de l'enfance. Donc j'ai été chercher et puis j'ai trouvé des articles d'une de vos collègues de Libération, qui a été publié pour Mediapart également, qui en fait fait le lien avec une fondation donc, dont le dirigeant elle-même, M. Labouche, qui s'appelle Stella Domini, et qui profite en fait de fonds publics, alors d'une manière ou d'une autre, hein, soit en allant vendre des prestations aux conseils départementaux ou aux régions, soit en allant même sur des fonds européens pour alimenter et venir financer derrière des associations anti-IVG, alors je ne sais plus comment, la famille, c'est la famille maintenant que ça s'appelle, le mariage pour tous, ça a changé. Et donc on est très étonné et puis très inquiet parce que quelque part les pouvoirs publics, les financeurs même des conseils départementaux, les politiques alimentent en fait ces structures-là sans se questionner de ce qu'ils alimentent. Et puis derrière, c'est le cas de Stérin. Stérin, avec le Fonds du bien commun, fait des campagnes du bien commun, pour l'IVG, pour que les femmes restent au foyer. Et un citoyen qui donne
de l'argent, c'est défiscalisé à hauteur de 60%. Donc c'est financé sur compte public massivement. Mais on sent que c'est le même cercle en fait. Alors j'ai pas pu établir de lien comme ça en blé, mais a priori c'est le même cercle. Et puis, Et je suis preneur, si tu... Jacques te donnera mon adresse mail. On va transmettre si tu tout peux ce que tu as écrit. me donner, ça, ensuite moi je peux sur Mediapart poursuivre. Là, il faut pousser les feux. Il faut pousser les feux. Je l'avais envoyé sur l'adresse mail de Mediapart, mais il faut l'envoyer sur ton adresse privée. Absolument. Ok. Tout à fait. Voilà, juste merci Jacques pour l'organisation. Voilà, je salue l'initiative parce qu'elle est essentielle. Et puis aussi le fait que vous insistiez, si vous ne l'aviez pas dit, je leur ai demandé, parce que je l'avais entendu la dernière fois, le fait que la France bonapartiste, c'est pas l'Italie parlementaire, et qu'il y a un risque d'autant plus, il y a un péril d'autant plus grand à ce que la collusion se fasse. Oui, et puis enfin, sur Mediapart, il y a des articles qui sont regroupés en dossiers. Donc il y a un dossier sur l'imposture de la dédiabolisation. Et quand vous lisez le dossier, je sais pas, dedans il y a 40 ou 45 articles d'enquête sur des faits. Les bras vous en tombent, que le reste des médias n'aille pas pioché dedans pour ensuite expliquer que le RN n'a pas... Il y a une vitrine, une volonté de vitrine, et derrière les arrière-cuisines n'ont pas changé. Le dernier article en date, c'était Caroline Parmentier, la fille qui était chargée de la com de Marine Le Pen pendant 2 décennies, et notamment de la com sur la dédiabolisation. Or, Mediapart a retrouvé 40 ou 50 textes d'elle, antisémites, pétinistes, racistes, homophobes. Bon, voilà, et donc vous lisez la suite des articles, vous vous rendez compte que c'est vraiment une imposture. Et c'est utile parce que ça permet de faire, encore une fois, de la pédagogie, notamment auprès des plus jeunes qui n'ont pas forcément le souvenir de ce qu'était ce parti avant. Mais moi je peux témoigner parce que je trouve que j'étais en tournée samedi hier et je me suis accroché avec une vendeuse de la gare de Landerneau, qui me répétait en fait le discours grosso modo qu'elle entendait sur CNews. Je peux comprendre qu'elle était fan de Villiers. Mais voilà, je le dis moi en tant que syndicaliste, je pense que la difficulté qu'on a tous, c'est que déjà on est face à un rouleau compresseur, c'est ce que tu soulignes, c'est ce que ton enquête montre, et c'est pour ça que j'avais des interrogations à quel point c'était que le patronat et les capitalistes mettaient leurs moyens pour renforcer l'extrême droite. Mais nous on le voit dans les discussions qu'on a avec les collègues, quoi. Le discours de la division, il est très fort, quoi. Et c'est ce que quand les copains parlent que des secteurs qu'on pense à l'abri comme l'éducation aujourd'hui aussi sont gangrénés, on le voit aussi dans les autres secteurs. Alors moi je suis dans le ferroviaire, mais malheureusement on voit bien nos collègues aujourd'hui, on le disait déjà il y a quelques années qu'il y avait une libération de la parole sur ceux qui affirmaient des positions racistes, mais là clairement ça va assez loin. Et je pense que la deuxième difficulté qu'on a en tant que syndicaliste, c'est qu'on est dans un cycle de défaite quand même depuis plusieurs décennies. Et c'est très difficile, même au quotidien, de dire, regardez, l'outil syndical, même si nous on en est convaincus, parce que vous soulignez tout à l'heure l'importance de l'histoire, et c'est ce qui fait d'ailleurs que je suis toujours militant, moi, c'est parce que je sais que c'est le bon outil, et que c'est ça qui permet de transformer la société, pour les intérêts des salariés. Mais ça, nos collègues, la plupart, n'ont pas cette vision-là. Ils sont plus dans une vision à court terme, et en fait ils se disent, je pense qu'ils sont plus dans... ils se sentent aussi un peu impuissants à transformer ce qu'ils vivent au quotidien dans l'entreprise et aussi dans la société. Et on ne va pas se voiler la face, on le sait nous, en tant que syndicalistes, puisqu'on subit de la répression antisyndicale, c'est quand même beaucoup plus facile de poser juste un bulletin de vote à l'urne de temps en temps, que de s'engager au quotidien face à un patronat qui peut aussi aller jusqu'à te licencier, quoi. Je ne parle pas de tout ce qui peut être répression aussi sur ta carrière, voilà. Il faut qu'on vit tous, quoi. Donc on n'est pas à armes égales, je pense, vis-à-vis du patronat et de l'extrême droite, qui lui finalement a beaucoup plus de facilité à faire avancer
ses idées et à se renforcer, alors que nous, avec nos moyens, ils sont plus difficiles. Alors sur la question du frowning, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Pierre. D'ailleurs, on n'est pas toujours tous d'accord dans Solidaire, on a des débats, mais je pense que ça reste vraiment important en effet de continuer à cultiver au maximum l'unité syndicale. Alors, tout en réaffirmant nos désaccords quand on en a, hein, bien sûr. Là, nous, en ce moment, on a un conflit sur la sûreté dans l'entreprise SNCF. On a la CFDT qui nous lâche. Bon, c'est un peu classique, hein, mais néanmoins, on arrive à construire une unité syndicale assez souvent, et on sait que c'est ça qui permet d'avancer et de donner aussi confiance aux travailleurs pour s'engager, pour se battre. Donc ça, je partage complètement ces positions-là. Et il se trouve que, mais c'est peut-être un peu le reflet aussi de ce soir, il se trouve que quand même sur notre département, je dirais que maintenant il y a plus ou moins une tradition d'unité syndicale entre nos UD, alors, un peu moins avec la CGT, mais quand même nous entre FO Solidaire et le CGT, on peut dire que ça travaille régulièrement et puis plutôt bien. Alors, évidemment, tout ça, il y a des frictions, mais c'est plutôt bon, quoi. Mais voilà, je voulais souligner quand même les difficultés qu'on a au quotidien en tant que syndicaliste vis-à-vis des collègues et des autres travailleurs. C'est que ouais, c'est pas simple. Enfin, notre situation n'est pas simple. Et redonner confiance dans notre capacité d'action, c'est ce qu'on fait au quotidien, mais c'est pas on n'est pas dans la bonne période, je pense. Jacques, tu m'autorises à dire le mot de la fin? Oui. Moi, je voudrais, donc il faut que je m'en aille dans 3 minutes. Je voudrais dire ma gratitude à Jacques, m'avoir invité, j'étais heureux. Je dis à Jacques, il a d'autant plus de courage que moi, dans ma jeunesse, j'ai été exclu de Force ouvrière. parce que on m'avait démis de mon mandat syndical de délégué FO au profit d'une fille qui était militante du groupe d'extrême droite de Maïarakis. Donc, je suis parti en gardant beaucoup d'amis à FO, mais il y a un attachement au mouvement syndical, donc je suis passé par-dessus. Donc Jacques, on est quand même très très camarades, voilà. Voilà, j'étais vraiment... Cet affront a été réparé. Ouais. J'ai trouvé formidable le climat qui règne entre vous. Je trouve que c'est pas fréquent et c'est vraiment chaleureux, voilà. Je trouve que vous donnez le bon exemple, quoi. On rêve d'un monde où les gens sont divisés et ils peuvent s'engueuler fraternellement, mais agir ensuite ensemble. Et pour terminer, je vous donne juste à tous mon adresse mail si vous voulez, si je peux soit vous aider, soit je peux écrire un article. Voilà, donc je continue sur Mediapart si je peux, j'écrirai des enquêtes sur l'extrême droite. Donc mon mail, c'est mon prénom, point, mon nom, @gmail.com. Donc laurent.mauduit@gmail.com. On va t'envoyer un truc parce que je passe au tribunal pour diffamation face à l'extrême droite. On a écrit Libé va sortir un double page CSOS éducation. Voilà, envoie-moi. Et en fait, ça fait 2 fois qu'on écrit à Mediapart et on n'a pas de réponse. Alors Libé, c'est pareil du truc. Moi, je suis abonné aux deux, donc. Pierre, rappelle-nous l'heure du procès. Le rassemblement, donc ce sera 14h le procès. Le rassemblement, c'est de 12h à 14h devant la cité judiciaire. Le 11 à Rennes. Décembre, on va vous renvoyer. C'est quand? C'est quel jour? Le jeudi 11 décembre. 11 décembre. C'est l'extrême droite qui lutte contre les VARS. Tu sais, et déjà en urgence, écris un billet de blog, tu me le dis, tu me signales. Je vais te renvoyer la pétition qui résume l'affaire. Fais un billet de blog et moi je demanderai à ce qu'ils te mettent en première page. D'accord. Je fonce, oui, je vous laisse. Ouais, merci à tous. Plaisir de te revoir. Encore Pierre, merci. J'ai un bémol avec mes camarades, on peut poursuivre la discussion autour du pot de l'amitié. D'ailleurs, je l'ai adressé à mes Véro camarades. a prévu de quoi grignoter.
deux pense même échéances qu'il faut qu'on fasse importantes, une certaine effectivement. forme de C'est le 11 rupture décembre, le procès avec ceux de qui Pierre, prônent militant de la CGT Éducation. la fin de la retraite par On appelle en répartition intersyndicale qui serait aller à la retraite à la points, grève ou à la de... retraite On arrête tout le Et 18 je décembre. rencontre des Le 18 camarades, décembre même pour la avec régularisation de tous les travailleurs, de tous les travailleurs sans papier. Je veux dire, avoir faim est humain, avoir des papiers ne l'est pas. Salut Jacques, je pense. Salut Laurent, rentre bien. C'est pas terminé. Non, non, c'est pas fermé, c'est pas fermé, c'est pas fermé. Donc installez-vous autour de la table, ou sinon on peut faire ici. Hein. Isabelle, tu peux fermer peut-être la caméra. Les mots d'ordre et les revendications. Là, on peut faire une unité d'action. Et regarde, sur le mouvement des retraites, parce que le mouvement est puissant, parce que l'unité syndicale est importante aux yeux des travailleurs, on arrive à faire signer la CFDT pour les 64 ans sur un mot d'ordre qui est la France à l'arrêt le 7 mars. La France à l'arrêt, c'est une autre manière de dire la généralisation des grèves et d'aller vers la grève générale. Donc moi je crois que c'est extrêmement important.